Le 10 juin 1977, Apple Computer sort son premier micro-ordinateur à grande échelle. C'est l'Apple II. C'est la première machine fabriquée industriellement par Apple. Son ancêtre, l'Apple I, était fabriqué artisanalement et seulement une soixantaine avaient été montées. Pour que l'Apple II ne soit pas une carte mère vissée sur une planche de bois, comme l'Apple I, il faut appel à un designer qui travaillait chez Hewlett-Packard, chez HP, et qui avait déjà conçu des calculatrices. L'idée était d'avoir un appareil électroménager qui s'intègre dans la maison. L'ordinateur à la maison n'existait pas à cette époque. Son concepteur n'est pas Steve Jobs, mais Steve Wozniak, dont j'espère faire prochainement un portrait. Ce dernier est un ingénieur particulièrement doué. Et son coup de génie sera de concevoir la carte mère de son Apple II de la façon la plus simple possible. Il cherche à minimiser le nombre de composants et surtout de puces à utiliser, ainsi qu'à optimiser les trajets des circuits sur la carte mère. En plus de concevoir des cartes particulièrement élégantes, ça a l'énorme avantage de permettre de réaliser des machines qui sont moins chères et plus fiables que ses concurrents. Les premiers modèles étaient équipés de 4 kilooctets de mémoire vive. La fréquence du microprocesseur, le 6502, était de 1,022 MHz, ce qui correspond à 2/7 de la fréquence du NTSC, la norme utilisée pour la télévision aux États-Unis. L'idée était de pouvoir utiliser un téléviseur comme moniteur pour permettre plus facilement l'accès à l'informatique en utilisant les appareils du foyer. En voyant le business sur lequel Microsoft se dirigeait à l'époque, c'était le Microsoft Basic, Steve Wozniak a réellement compris quelque chose de nouveau pour lui. Ce genre d'ordinateur ne sera pas utilisé comme les ordinateurs qu'on rencontrait habituellement, pour faire de gros calculs, la gestion des employés, les statistiques de vente, non. Cette nouvelle génération de machines sera utilisée pour des jeux et de la programmation simple en BASIC. Par contre, Steve Wozniak ne connaît pas le BASIC, mais plutôt des langages scientifiques comme le Fortran, l'Algol, le PL1, en plus de l'assembleur. Il lui semble pourtant évident que le BASIC doit être présent sur l'Apple II. Mais comment on fait pour avoir un BASIC alors qu'on ne le connaît pas? À cette époque, Apple n'était pas une entreprise qui permettait de gagner de l'argent. Et Steve Wozniak travaillait chez Hewlett-Packard, HP. En fin de journée, après avoir fini son boulot, il va à la bibliothèque chez Hewlett-Packard et il va lire le manuel BASIC de chez HP pour prendre des notes sur son cahier, histoire d'avoir au moins la liste des commandes. Mais il va se rendre compte que le BASIC correspond plus à une famille de langages et que le BASIC de Microsoft ne gère pas les chaînes de caractères par exemple. Contrairement à ce qu'il est en train de lire chez Hewlett-Packard. Pour permettre la commercialisation de l'Apple II avec un BASIC, il va écrire le Integer BASIC qui sera dans une ROM sur la carte mère de l'ordinateur. Ça veut dire qu'en démarrant l'ordinateur, le BASIC est directement présent et utilisable, sans avoir à charger le moindre programme depuis le lecteur de cassette. Ah oui, car à ce moment, la seule manière de charger ou de sauvegarder des programmes ou des données était d'utiliser un lecteur de cassette, qui a comme défaut d'être particulièrement lourd à utiliser. Pour ceux qui n'ont pas connu l'époque, il faut prendre la bonne cassette, l'amener au bon endroit à l'aide du petit compteur mécanique qui est placé sur le lecteur. Puis on appuie sur lecture pour lire les données. Et ces données mettaient des plombes à se charger. Ça ne satisfait pas Steve Wozniak qui aimerait pouvoir faire un run calculette pour lancer la calculatrice, ce qui serait tellement plus simple et facile à utiliser. On est à la fin de l'année, et pour la première fois, Apple ainsi que Commodore et Radio Shack étaient autorisés à participer au CES à Las Vegas. C'est un énorme salon qui tourne autour de la technologie et qui reste encore aujourd'hui un des plus gros salons high-tech de l'industrie. L'équipe chez Apple décide d'envoyer 3 personnes là-bas. Mike Michael qui s'occupe du marketing, Steve Jobs évidemment et Jim Carter qui est en charge des ventes. Steve Wozniak, lui, rêvait d'aller à Las Vegas où il n'avait encore jamais mis les pieds. Et en tant que co-créateur de la société, il aurait simplement pu dire qu'il serait de la partie. Mais c'est quelqu'un de très réservé et de très timide. Donc, il n'ose pas le proposer. Le CES commence 2 semaines plus tard. Et Steve Wozniak, motivé comme jamais pour aller à Las Vegas, lève la main et dit pendant la réunion « Si on a un lecteur de disquette, on pourrait le montrer », ce qui a bien sûr été accepté. Mais il fallait le concevoir ce lecteur de disquette, et en plus en moins de 2 semaines. Steve Wozniak n'avait jamais bossé ni sur le logiciel de fonctionnement d'un lecteur de disquette, et encore moins sur le matériel. Mais il voulait pouvoir montrer qu'en tapant Run Calculette sur son Apple II, le programme serait lu de la disquette et directement exécuté. Car évidemment, s'il y a un lecteur de disquette, il serait de la partie à Las Vegas. Il s'est alors mis au travail jour et nuit. Et là, on retrouve l'art et l'élégance du travail de Steve Wozniak. Il va regarder comment fonctionne le lecteur de disquette 5 pouces d'une autre société et comprendre comment il pourrait en créer un. Les choses s'alignent dans sa tête et il voit déjà comment le piloter, comment écrire des données, comment lire des données.
Et au lieu d'utiliser une vingtaine de puces, il prend 7 puces à 1 $, les connecte astucieusement ensemble et réussit à écrire une donnée toutes les 4 millisecondes pour correspondre aux contraintes du lecteur. La lecture est un petit peu plus délicate à réussir. Il regarde le problème devant lui et il cherche la manière la plus efficace d'y répondre. Et ce qu'il va faire, c'est réaliser une petite machine à état composée de 2 puces assez simples. Et au final, il a un contrôleur efficace, fiable et simple à implémenter. Une fois qu'il a un contrôleur qui fonctionne, il va d'ailleurs démonter le contrôleur d'un autre constructeur et il se rend compte que ce dernier est composé d'une 50aine de puces, alors que le sien n'en a que 8 en tout. Et il va pouvoir aller à Las Vegas, montrer son lecteur de disquette et la souplesse de fonctionnement que ça apporte. Selon lui, le fait de simplement faire un run programme pour exécuter le programme a fait une vraie différence par rapport aux concurrents présents sur le marché à l'époque. Ce premier Apple II va avoir un grand succès, notamment en raison de son architecture ouverte. Il possède en effet plusieurs connecteurs pour y ajouter des cartes électroniques que n'importe quel constructeur peut créer, qui permettront par exemple d'avoir une carte pour avoir un processeur Z80 et donc pouvoir faire tourner CPM et des programmes professionnels, de mettre des cartes son, un contrôleur de disquette, un modem et bien d'autres. Et en 1979, Apple sort une version améliorée de son Apple II, le Apple II Plus, qui cette fois possède un autre basique en ROM, le AppleSoft Basic, une amélioration du Microsoft Basic qu'ils ont donc acheté à Microsoft à l'aide des ventes de l'Apple II. Il possède plus de mémoire, à partir de 16 kilooctets, et c'est la première version qui sera localisée à plusieurs endroits du monde, à l'aide de la variante Apple II Euro Plus pour l'Europe et J Plus pour le Japon. Ces versions avaient un clavier localisé, donc AZERTY pour la France. Et avec un petit interrupteur situé sous le clavier, on pouvait le rebasculer en QWERTY original. Je me souviens avoir joué dessus au club micro-informatique de la MJC de ma ville natale. La gamme va encore s'étendre en 1983 avec la sortie de l'Apple IIe, une réponse directe à IBM et son IBM PC. L'Apple II pouvait afficher des caractères en majuscules et en minuscules et possédait 64 kilooctets de mémoire vive. Et ça a été la machine de mon enfance. Lode Runner, Sargon 3 et quelques autres jeux ont bercé mon adolescence sur cette machine. Malgré plusieurs variantes, on trouvera principalement 2 modèles qui vont prolonger la durée de vie de la gamme Apple II. Tout d'abord, l'Apple IIc, en quelque sorte une version plus compacte et facilement transportable de l'Apple IIe. Les slots pour cartes d'extension en moins, mais en ayant intégré les cartes d'extension justement les plus courantes. J'ai redémarré l'Apple IIc que j'ai eu étant ado dans la toute première vidéo de la chaîne, je mets le lien ici. Et enfin, l'Apple II GS, machine entièrement 16 bits. Elle restait à 95% compatible selon Apple avec l'Apple IIe, mais ajoutait une interface graphique, une gestion de la souris et surtout, une puce dédiée au son, comme on n'en avait encore jamais eu dans les ordinateurs. Cette puce était d'ailleurs également utilisée dans les synthétiseurs professionnels de l'époque. La machine était capable de sortir 16 voix stéréo indépendantes, même si une voix était réservée au système. Cette puce a créé des problèmes légaux pour Apple, car le nom de la société Apple existait par le passé, mais dans le monde de la musique, puisque c'était le label utilisé par les Beatles. Et pour avoir le droit d'utiliser le nom Apple, il s'était engagé à ne pas faire de produits liés à la musique. J'ai encore un Apple II GS à la maison, et il faudrait que je le redémarre un de ces jours. Mais la gamme Apple II s'est arrêtée en 1993 après 16 ans de vente, et entre 5 et 6 millions d'unités vendues. Alors voilà pour cet épisode de l'Almanach. J'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner. Les personnes qui aident le financement de la chaîne à l'aide du Tipeee ou du Patreon peuvent avoir accès aux notes qui ont servi à écrire cette émission, à écrire ce script. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao les geeks!